Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vais faire le petit déj, ça va être trop bon. Là, c'est des genres de muffins anglais avec des patates, une omelette au cheddar et du bacon. Et après, il y a des gaufres. C'est trop bon, il est trop bien le petit déj. Il est trop bien le petit déj. On va bien manger là. C'est écrit BW, Best Western. Et toi, t'as pris quoi? À peu près la même chose? Ouais. On est bien, hein? Ça sera trop bon. On traverse le Mississippi pour aller aux plantations. 2 jours cette fois. Hier, on a pris cette route, mais on voyait pas grand chose. Là, il y a une raffinerie énorme. Ouais. Il y a un truc d'aluminium aussi. Et il y a une entreprise D'aluminium. de confection d'aluminium. Et là, il y a des barges du coup à gauche et des porte-conteneurs sur la droite. Voilà, aujourd'hui on part pour les plantations. On arrive à Vacherie. C'est là où on se trouve la plupart des plantations les plus entretenues de Louisiane. Là, on arrive dans la partie la plus triste de Louisiane. C'est au temps de l'esclavage avec les plantations. Là, on est à Evergreen Plantation. Pendant le 19e siècle, il y avait 350 plantations de canne à sucre ou de coton qui étaient au bord du Mississippi. Le Mississippi il est juste derrière là, derrière la butte, parce que comme ça c'était envoyé par bateau jusqu'à la Nouvelle-Orléans et après jusque partout dans le monde. La canne à sucre, le coton, tout ça. Et du coup c'est les esclaves qui faisaient les cultures. Et ça c'était les maisons des propriétaires. Là c'est Evergreen Plantation. Et on va aller en voir d'autres juste après. Mais celle-ci, elle est fermée. Elle n'est pas en très bon état. Elle mérite d'être restaurée, mais je pense que ça va coûter un bon paquet d'argent à restaurer. Ouais, après c'est surtout l'allée qu'on a fait en voiture qui est connue pour les différents films. À côté des plantations, il y a encore des champs de canne à sucre. Ça doit être joli quand c'est en l'été, quand ils sont en pousse. L'enfant allume son jouet pour filmer le Mississippi. Le jouet s'allume. Le jouet décolle. Ce qui va nous prendre comme une vidéo.
Là, on arrive à Laura's Plantation. C'est joli le parking. Parce qu'il y a deux types de plantations, il y a les créoles et les anglo-saxonnes. Et du coup, celle-là, c'est la dernière créole qui reste. On se croirait en Martinique ou à La Réunion. C'est très créole. Il fait chaud en plus, il fait bon. Il est 10h30 et on a réservé pour 11h le tour. Apparemment, c'est une visite guidée en français. Là, c'est un acte de vente d'une fille de 18 ans nègre pour 570 $. C'est quand même ouf, l'esclavage, la vente de gens. C'est vraiment... Laura Locool, c'était la dernière. Locool, c'était la dernière propriétaire de la plantation. En opposition à l'identité américaine. Parce que nous étions ici avant les Américains. Napoléon nous a vendus aux États-Unis en 1803 et mes ancêtres considéraient les Américains comme des étrangers, comme des immigrants, comme des envahisseurs avec leur langue anglaise. Et on a ouvert la maison aux visites en 1994, mais lors de cette restauration, on a évidemment gratté un petit peu la peinture. Ces couleurs-là sont apparues en dessous de quelques couches de peinture blanche et on les a toutes remises pour vous montrer comment la maison était vraiment à l'époque. La visite que l'on fait ici, elle est un peu différente de la plupart de maisons musées. Je ne vais pas passer les prochaines 75 minutes avec un discours approfondi sur les chaises et les cuillères. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Nous allons par contre parler en profondeur de tous les gens qui habitaient ici. C'est une histoire que je vais vous raconter sur 4 générations d'une famille créole louisianaise. On en sait beaucoup parce que Laura, l'arrière-petite-fille des fondateurs, a écrit ses souvenirs pour ses enfants à Saint-Louis dans le Missouri dans les années 1930. Nous avons également découvert en France, aux archives nationales, tout un dossier de documents avec des informations sur la famille et sur le fonctionnement quotidien de cette habitation. Et dans les archives locales et les archives aussi de l'Église catholique, nous avons déterré des informations sur les Africains et les Afro-descendants et de comment était leur vie ici avant la guerre de sécession, de ce qui leur est arrivé pendant la guerre civile et même après l'émancipation. Comme je disais, c'est donc une petite promenade qu'on va faire ensemble sur les pas de 4 générations d'une seule famille créole louisianaise. Et au 19e siècle, cette famille était très typique. Parce que dans cette famille, il y avait des blancs, des noirs, des libres et des esclaves. Ils étaient tous créoles. Ils avaient tous un lien quelconque les uns avec les autres et nous allons voir à quel point ils vivaient dans des situations et dans des relations interpersonnelles très compliquées qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer maintenant. Tendance américaine, et une fois arrivé ici en Louisiane, il a été nommé gouverneur militaire du centre de ce territoire. Il a épousé Nanette Prudhomme. Son grand-père était descendu de Montréal avec les premiers explorateurs canadiens-français. Elle augmente le nombre d'esclaves de 17 à 81. Mais après 1803, on se rappelle que les Américains commencent à arriver en Louisiane. Les Américains vont tout chambouler, rien n'a changé. Et voilà que les Américains vont mettre en place leur propre code, leur propre modèle pour les entreprises et tout cela. Et Nanette va à ce moment-là devoir transformer son domaine féodal français en une société américaine. Donc en 1829, elle va créer une société familiale avec ses 3 enfants comme actionnaires. Et les 3 enfants, ils sont juste là. Donc le fils aîné s'appelle Louis Duparc. Il devient le négociant de la société parce que Nanette, c'est une femme. Et même si les femmes avaient le droit légalement d'être propriétaires, les codes sociaux de l'époque interdisaient aux femmes de faire affaire avec les hommes sur le marché public. Donc ce qui est légal et ce qui est acceptable sur le plan social, c'est pas toujours cohérent. Le numéro 2, Flagy, devient le contremaître. Donc Flagy gère la ferme et fait la fortune de la famille. Et la Benjamine, Elisabeth, la grand-mère de Laura, devient maintenant la protégée de sa maman.
Vous voyez que chacun des enfants a son propre rôle à jouer à l'intérieur de cette entreprise familiale. Et pour donner un coup de pouce et un peu de capital à cette nouvelle start-up, Nanette va transférer de ses biens personnels à la société 79 des 81 esclaves qui deviennent maintenant la propriété de l'entreprise. La plupart de ces esclaves étaient américains, originaires de la Virginie et des Carolines. Ils sont afro-descendants bien sûr parce qu'esclaves, mais de langue anglaise et protestants, ce qui veut dire qu'ils sont américains. Et pour ses besoins personnels, Nanette va garder 2 esclaves créoles, Henriette et Nina, qui sont, oui, afro-descendantes, parce qu'esclaves, mais créoles tout comme elle, parce que nées en Guyane, parlant français et catholique. Et désormais, il y a 2 catégories d'esclaves ici, ceux qui appartiennent à la société, qui sont pour la plupart américains. Les esclaves personnels seront presque toujours créoles parce que partageant la même langue, la même culture, et parce qu'ils pouvaient faire beaucoup plus de confiance aux créoles qu'aux américains. C'est toujours le cas d'ailleurs. On voit les premières cartes dessinées par les Espagnols et les Français, fin 17e, début 18e, démontrent des villages amérindiens tout au long du Mississippi, sur tous les cours d'eau, les bayous et les rivières. Et l'une des premières choses que les Français ont essayé de faire ici, c'était de réduire en esclavage les Amérindiens. Mais ils ont tout de suite compris, les Français, que les autochtones ne possédaient pas les compétences pour construire une colonie à la française ici. La France avait pourtant un pied sur un autre continent, l'Afrique. Et c'est à partir de 1719 où les Français commencent à faire venir des Africains réduits en esclavage en Guyane. L'esclavage ici, ce n'est donc pas un phénomène américain, c'est un phénomène français. Les premiers esclaves emmenés par les Français étaient pour la plupart des groupes Bambara et Wolof parce que connus pour leurs expertises en culture du riz et en construction. De père en fils et de père en fils, les hommes transmettaient ces savoir-faire de la construction, ce qui les rendait parmi les esclaves les plus recherchés et les plus chers. Guillaume du Parc n'en possédait pas un. Il a fallu donc qu'il loue un esclave à quelqu'un d'autre, parce que ça aussi, ça se faisait. Il y avait des gens qui achetaient des esclaves avec des hautes compétences et qui les louaient ensuite à d'autres personnes pour récupérer l'investissement. L'homme, transporté depuis la Nouvelle-Orléans, arrive ici et Guillaume va lui confier la tâche de construire une maison de 30. Ça veut dire quoi exactement, une maison de 30? L'indice est juste là. Gravé dans le bois par un Africain, il y a le chiffre romain numéro 15 et une cheville en bois. Ici, c'est le numéro 14, là c'est 13, 12 jusqu'au numéro 1 de ce côté et jusqu'au numéro 30 par là. Il y a 30 poutres horizontales avec 30 poteaux verticaux qui s'attachent avec des chevilles en bois. Il n'y a aucun clou en métal dans la construction première de cette maison. Cet homme a passé à peu près 1 an dans les marécages avec une équipe d'autres esclaves. Ils ont coupé les cyprès, c'est le bois d'origine, ils ont taillé les poutres, ils ont numéroté. Et entre-temps, une autre équipe d'hommes était ici pour construire les fondations. Et dans une lettre à ses cousins en France, Laura écrit que ces hommes ont assemblé cette maison, ils l'ont montée en l'espace de 11 jours. Ils n'avaient que aligner les chiffres, mettre les chevilles, et voilà une maison de 200 ans préfabriquée en kit. C'est une maison de Ikea. Soutenir cette immense structure sur ces alluvions, parce que nous sommes sur un delta, les pilotis et les murs descendent sur 2,50 mètres. Et sous la surface, il y a des dizaines de pyramides en briques qui se touchent par leur base pour la soutenir. Mais qu'est-ce qu'il y a devant la maison ? Il y a le Mississippi, ce qui fait que la nappe phréatique est très haute et très élevée. Cette eau fraîche souterraine va s'imprégner dans les briques, monter par la capillarité. Et quand il y a une petite brise qui circule ici en été, l'évaporation de cette humidité sert à rafraîchir l'ensemble de la maison. Et ça, c'est encore une fois l'une des raisons principales pour laquelle ces premiers esclaves des groupes Bambara et Wolof ont été emmenés ici par les Français, parce qu'ils se connaissaient en construction. Donc tout ça, ce sont des éléments d'architecture africaine mariés au concept d'une maison de ferme française pour le climat ici dans le sud de la Louisiane. Ça a du sens. Ça va pendant l'année. Ceci est une maisonnée multigénérationnelle. Donc, au début, il y a Nanette avec ses 3 enfants, ensuite avec leurs époux et leurs enfants qui habitent ensemble cette maison. Avez-vous des frères et des sœurs?
Imaginez l'immense bonheur que de toujours habiter la même maison et aussi de travailler ensemble tous les jours. Parce que je ne pense pas que vous soyez d'accord, mais parce que c'est comme ça que la vie s'organise ici. Naître dans une de ces familles de planteurs, ça veut dire que vous êtes actionnaire de l'entreprise. Et une fois adulte, chaque membre de la famille avait son rôle à jouer là-dedans. On l'a déjà vu en bas avec les 3 enfants de Nanette. 1936. Et est-ce que tu peux voir ça? Le lieu où Laura a écrit ses mémoires? C'est Saint-Louis dans le Missouri. Et si vos yeux vous permettent de décoder cette calligraphie 19e, on va voir tout de suite que Laura a tout rédigé en anglais. Et c'est un indice. C'est l'indice qu'elle a pris la décision consciente de devenir américaine. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Ici, au milieu, vous avez l'arbre de la famille avec Guillaume et Nanette, les fondateurs. Laura, elle est juste là en bas. Et nous allons faire la connaissance de tous ces différents membres de la famille au cours de la visite. Le premier couple qui a occupé ces appartements, ce sont Louis Duparc, le fils aîné, avec son épouse Fanny. Fanny, Louis l'avait rencontré alors qu'il faisait ses études en France, parce qu'en tant que fils aîné, dans cette famille créole aristocratique, il est très choyé et privilégié, il est envoyé faire ses études en Europe. Mais ils étaient les parents d'une fille unique qui s'appelait Elisa. Elisa, malheureusement, elle est décédée à l'âge de 16 ans. Et avec elle, cette lignée de la famille s'éteint. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Louisiane, au début du 19e siècle, c'est un climat semi-tropical et que tous les étés, il y a des épidémies de choléra, de fièvre jaune et que personne n'est à l'abri de la mort. Le taux de mortalité chez les enfants et chez les femmes en couche était très élevé, non seulement dans cette maison, mais encore davantage dans les cases d'esclaves, parce que les gens étaient entassés les uns sur les autres et les épidémies se propageaient instantanément. Laura écrit même dans ses mémoires qu'après la guerre de sécession, une épidémie de choléra a frappé la plantation et que les anciens esclaves qui étaient restés comme métayers tombaient comme des mouches dans les sillons de canne et étaient transportés dans leurs cases pour tout simplement mourir. La mort vient aussi dans ces plantations de manière violente. Louis Duparc était un général dans la milice louisianaise, avec sa formation militaire, et il avait la responsabilité de veiller à la sécurité de la région et aussi de ses propres biens. Et un jour, il était juste là sur la galerie et il voyait un groupe d'hommes qui avançaient sur les digues. Et tout de suite, il ne les reconnaissait pas, de par leur gestuelle et leurs habits. Il voyait tout de suite que ce n'étaient pas des gens d'ici. Donc il est allé voir qui c'était. Il l'entendait parler anglais, il a levé la main et a dit « Arrêtez-vous ». Et un homme, qui évidemment n'a pas compris, a continué à marcher vers lui. Et Louis Duparc lui a tiré une balle dans l'estomac et l'homme est tombé raide mort à ses pieds. Il n'a pas été condamné pour meurtre. C'est un homme blanc, riche, militaire, il sera quand même poursuivi en justice et il a dû payer une petite amende de $600, la valeur marchande de Nelson, l'esclave qu'il avait abattu à bout portant. On continue. Il jalousait beaucoup son grand frère parce qu'il n'a pas eu cette chance d'aller faire ses études en France. Il a eu tout de même une excellente éducation avec des précepteurs à la Nouvelle-Orléans. Il faisait des leçons de danse et de violon parce qu'il fallait qu'il soit capable de naviguer dans la haute société de la ville. Il s'intéressait beaucoup à l'immobilier. Il avait des investissements non seulement dans le Vieux-Carré français, mais aussi dans le secteur américain en amont de la rue Canal, parce qu'à l'époque, la ville était carrément divisée en deux. Divisée par la rue Canal, avec les francophones créoles en aval, les Américains en amont, et ce ne fut qu'en 1853 où la ville a été consolidée sous une même municipalité. Comme il était très riche, il avait aussi l'habitude de prêter de l'argent à des taux d'intérêt très élevés. Et lorsqu'il est décédé pendant la guerre de sécession, sa maison dans le Vieux-Carré a été réquisitionnée et occupée par des dizaines d'officiers de l'armée de l'Union, l'armée nordiste. À l'intérieur de la maison, les soldats ont découvert une armoire remplie de pièces d'or et de pièces d'argent. Non seulement la guerre civile battait son plein à l'extérieur, son décès a déclenché une guerre civile au sein de cette famille.
Parce que pendant les 10 ans après sa mort, il n'arrêtait jamais de se disputer, de se poursuivre en justice parce que tout le monde voulait contrôler les propriétés, les sous. En Flage, il avait fait comme presque tous les hommes de cette période. Il s'est marié tard, dans la trentaine, avec une cousine beaucoup plus jeune. C'est une société féodale. Les gens se marient toujours dans les mêmes groupes et les mêmes familles pour garder intactes ses propriétés et ses fortunes. Et la petite cousine de 16 ans, sa cadette, s'appelle Mercélite Cortez et son portrait est juste là. Mais dès le début de leur mariage, Mercélite était malade et souffrante. Elle passait la plupart de son temps alitée dans sa maison à la Nouvelle-Orléans. Et de là, elle écrivait des lettres qu'elle envoyait à toute la parenté à travers la Louisiane. Et l'une des dernières qu'elle a adressées à son mari ici dans la plantation commence par ces lignes en français. Mon cher ami, le médecin est passé encore aujourd'hui. Il a doublé ma dose de laudanum. Elle est décédée à l'âge de 39 ans, ravagée par l'opium. Mais en raison de sa santé fragile, ce couple n'a jamais eu d'enfant. Cela ne veut pas dire pourtant que Flagey n'a pas de descendants, mais nous allons faire leur connaissance dans les cases d'esclaves. Il n'y a pas de secret ici, on raconte tout. Et très souvent, nos visiteurs arrivent avec certaines idées reçues, certaines notions, comme quoi les esclaves domestiques avaient la vie plus facile que ceux qui travaillaient au champ. Et c'est vrai qu'ils pouvaient être mieux habillés et mieux nourris, mais cette proximité constante avec la famille faisait qu'ils étaient toujours très vulnérables aux caprices des maîtres et des maîtresses. Les esclaves domestiques voyaient et entendaient tout. Ils étaient tenus à la plus haute discrétion. La moindre infraction pouvait les voir punis, encore pire, exilés dans les champs. Ce qu'il ne faut jamais oublier aussi, c'est que pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, elles n'étaient pas propriétaires de leur propre corps, c'était lui qui l'était. Et il en faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, à volonté. D'enfants légitimes, il ne reste que les 2 enfants d'Élisabeth, maintenant dans la 3e génération, pour continuer cette plantation. Donc la fille s'appelle Aimée. Elle va épouser un aristocrate français et elle va passer la plupart de son temps à Paris, rue de Rivoli. Ses descendants n'habitent pas trop loin de là maintenant et nous sommes en contact régulier avec l'un de ses arrière-petits-fils. Il est venu pour la première fois nous rendre visite en 2015. Il nous a ouvert son archive personnelle, nous a donné accès à des documents, à des photos. Il nous a beaucoup aidé avec la reconstitution d'une partie de cette histoire. Mais le fils aîné, il s'appelle Émile. Donc Émile, c'est le père de Laura. Et pour vous rappeler où nous en sommes, là où Guillaume a dit fondateur, Élisabeth, Émile et Laura n'est pas encore née. Mais Émile, ce n'est pas l'enfant préféré de sa maman. Dans ses mémoires, Laura écrit que sa grand-mère, Élisabeth, disait de son fils Émile, et je cite, qu'il gâtait trop les nègres. Élisabeth le trouvait trop gentil, trop sympathique avec les esclaves, et ce comportement chez son fils en met sa mère à craindre qu'Émile ne ruine la famille. Et pour l'endurcir et en faire un homme, elle l'a expédié en France à l'école militaire de Bordeaux. Émile, c'était un jeune garçon, âgé de seulement 13 ans, qui avait débarqué tout seul en France à la fin des années 1830. Mais la France avait beaucoup changé depuis le départ de son grand-père 50 ans auparavant. Émile va passer les années les plus formatrices de sa vie en France, son adolescence et la vingtaine. Et là-bas, il était complètement immergé dans toutes ces nouvelles idées radicales des droits de l'homme, de liberté, égalité et fraternité. Et lorsqu'Émile est revenu en Louisiane, peu avant la guerre de sécession, il n'était pas du tout dans un état d'esprit d'être propriétaire d'autres êtres humains. Émile, c'était maintenant un Français républicain. Et ça, les amis, c'était la bombe atomique qui a déclenché une guerre philosophique et morale entre la maman très autoritaire et ancien régime dans sa vision du monde et son fils maintenant républicain. Émile a été envoyé à Bordeaux parce que c'était la ville natale de son père, un Français qui s'appelait Raymond Lecoul. Donc Raymond Lecoul, normalement, il est né à la fin du XVIIIe siècle. Il a normalement grandi avec les mêmes principes que son fils plus tard, liberté, égalité et fraternité. Mais quand il arrive en Louisiane et épouse Élisabeth, il devient partenaire dans cette entreprise.
Et ce Français commence lui aussi à acquérir de la propriété humaine. En 1828, au marché de la Nouvelle-Orléans, il achète un lot d'esclaves. Une femme qui s'appelle Joanna avec ses 3 enfants, 2 petits garçons et une petite fille qui s'appelle Lucie. Joanna et ses enfants étaient américains, originaires de la Virginie. Pour le contexte, une bactérie s'attaquait au tabac. Les esclaves, en tant que propriété hypothéquée, étaient saisis par les banques. En raison de cette crise économique, les banques qui se situaient à New York et à Boston, dans le nord, pour ensuite être vendues dans les champs de canne en Louisiane. Lorsque Joanna et ses enfants sont arrivés ici, la Louisiane était pour eux un pays étranger. Ils ne parlaient pas français, encore moins créole, ils n'étaient pas catholiques et jamais de leur vie, ils n'avaient vu la canne à sucre. La petite Lucie avait à peu près le même âge qu'Aimée. 1 an après leur arrivée, la famille a décidé de vendre Joanna et les garçons dans une plantation en aval de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, c'était l'autre bout du monde. Lucie, par contre, va rester pour grandir côte à côte avec Aimée. Et quand Aimée a épousé son aristocrate français, Lucie est partie avec eux vivre à Paris, rue de Rivoli. L'esclavage avait déjà été aboli chez vous depuis 1848. Mais une convention internationale entre la France et les États-Unis faisait que toute personne esclavisée séjournant en France avec son maître détenteur d'un passeport américain, dont elle, lorsque née en Louisiane, américaine, cette personne restait esclave. Et même si Lucie avait voulu ou avait essayé de s'évader, c'était une femme noire, seule, à Paris, dans les années 1850. Elle aurait fait quoi pour survivre? Ils étaient tous de retour en Louisiane pour une visite lorsque la guerre de sécession a éclaté. Et après, Lucie est restée au service de la famille, vivant dans une chambre de bonne dans l'aile derrière l'hôtel particulier qui se situe encore aujourd'hui au milieu du vieux carré de la Nouvelle-Orléans. Et dans tout le chaos total de l'après-guerre, elle a réussi à retrouver sa maman Joanna. Elle a emmené Joanna vivre avec elle dans cette maison. Et Lucie était au chevet de sa maman quand elle est décédée en 1880 à l'âge de 104 ans. On le sait parce que c'était un tel événement à l'époque que quelqu'un vive aussi longtemps qu'un article a été rédigé là-dessus dans le journal local. Je vous ai dit que nous sommes en contact régulier avec les descendants de la famille en France et nous étions en visite là-bas en 2017 en train de feuilleter l'un des albums de famille et on est tombé directement sur cette photo-là. Et quelques années après la fin de la guerre, Laura était en train de jouer là-bas, juste à côté, et elle s'est aperçue de l'approche d'un vieil homme. Tout le monde ici le connaissait comme Pa Philippe. Pa Philippe était très âgé, il avait passé la plupart de sa vie ici. Mais en dépit de son prénom français, Philippe était américain. On l'avait transporté depuis la Virginie, tout jeune garçon. Et avant la guerre, il avait travaillé au champ. Mais maintenant, il était trop vieux et son nouvel emploi, c'était d'abreuver les mulets. Quand il a vu Laura, il a poliment soulevé son chapeau pour la saluer. Une marque de respect pour la petite fille blanche, la fille du maître. Et à ce moment-là, Laura a remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Elle lui a posé une question très innocente. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je vois sur ton front? Et Laura ne s'attendait pas du tout à la réponse de Philippe, qui, après toutes ces années, est sûrement venu en créole. Dans ses mémoires, elle écrit qu'il a ricané d'une voix très rauque. Ah Seigneur, petite fille, il était rien dit. Et quand j'étais jeune, j'étais esclave, ici, j'étais libre. J'étais marronné, j'étais caché en dans marécage. Zoom blanc et cativini, ça marquait moi avec phare rouge. Laura avait déjà vu le bétail marqué au fer quelques jours auparavant. Elle a tout de suite saisi le poids de ses mots. Mais elle a couru dans la maison pour supplier sa mère de lui dire que Philippe mentait. Elle était convaincue qu'il lui mentait.
Laura n'a jamais oublié ce jour. Et vieille dame, à Saint-Louis, elle va inclure cette histoire de Père Philippe dans ses mémoires pour ses enfants. C'est quoi je peux vous la raconter maintenant. Elle va également écrire mot pour mot. La guerre est venue, la guerre est partie, et sur l'habitation tout a continué comme avant. Tout cela pour vous dire que malgré ce que vous voyez dans les films et en dépit de ce que vous pouvez lire dans les cours d'histoire, je peux vous dire de sources primaires et de témoignages oraux que la plupart de ces émancipés sont simplement restés sur place. Comme Philippe, il n'avait nulle part d'autre où aller. Il ne faut pas non plus oublier dans ce contexte moderne, américain et anglophone dans lequel on se situe maintenant, qu'à l'époque, la majorité de la population ici y était par les créoles, y était catholique, et y était pas capable pour dire. Mais pour ceux qui sont restés, ils travaillaient maintenant comme contractuels. Ces nouveaux contrats de métayage étaient gérés entre eux et les propriétaires par le gouvernement américain. Ils étaient censés être payés, mais jamais en cash. Une fois par an, ils touchaient un petit bout de papier sur lequel étaient écrits des chiffres et des lettres, et ils n'y comprenaient rien. Cela disait quelque chose du genre: ce que tu crois avoir gagné pendant l'année, tu le dois au magasin de la plantation. Leur paye, c'était une facture. Des dizaines de cases comme celle-ci, qui étaient parsemées un peu partout dans la propriété, entre 1808 et 1860, une période de 52 ans. Nous pouvons recenser non moins de 400 prénoms d'hommes, femmes et enfants qui ont été trafiqués par ici. À l'apogée de la production de cette ferme, juste avant la guerre de sécession, la société tenait 186 personnes en esclavage. Et cela ne compte pas les 30 à 40 qui représentaient la propriété personnelle et privée des différents membres de la famille. Il fait très calme ici maintenant. À l'époque, ça fourmillait d'activités 24 sur 24. C'était un véritable village. Une société humaine dans laquelle on aurait pu observer toutes les dynamiques relationnelles que l'on peut voir dans n'importe quelle communauté maintenant. Il y a des gens qui s'aiment, d'autres qui ne s'entendent pas. Il y a des petites familles, des groupes d'amis. Il y a vraiment de tout. Mais c'est une porte tournante. 400 personnes en 52 ans. Et lorsque les nouveaux esclaves étaient transportés depuis les marchés à la Nouvelle-Orléans ou les enchères et les encans sur le fleuve. Parce que n'oubliez pas que l'esclavage, c'est un business. C'est un business très rentable. Il y a des ventes plusieurs fois par semaine. Et c'est tout ce que vous pouvez vous imaginer comme composition. Il y a des individus, des hommes, des femmes et des enfants achetés pour une compétence ou un savoir-faire spécifique. Il y a des femmes évaluées, vendues et achetées en lot avec leurs enfants en bas âge. Il y a des groupes mixtes et il y a même des petites filles. Il y a des petites filles qui sont âgées de 11 et 12 ans qui sont emmenées ici comme filles de joie. Lorsqu'ils arrivent ici et dans les autres plantations, il n'y a jamais un comité d'accueil pour leur montrer leur chambre. Ils sont débarqués brusquement des charrettes et balancés dedans pour aller trouver à tâtons leur propre place, parce que plus il y a de friction et de conflits ici, plus la maison principale exerce de contrôle. Ces cases n'auraient jamais été considérées comme ayant une valeur historique ou patrimoniale tout au cours du XXe siècle. Ces cases restent debout parce qu'elles étaient habitées par des descendants d'esclaves et même par des descendants de Flagey du Parc jusqu'en 1977. Aussi étonnant que cela puisse vous paraître, il y a des cases comme celle-ci en Louisiane et ailleurs aux États-Unis qui sont encore aujourd'hui habitées. Et nous allons terminer ici à l'intérieur. On vient de finir Laura Plantation. On a fait une visite guidée de 1h15 avec un créole qui parlait français. Joseph, il s'appelle. Joseph, ouais, il était super. Et du coup, on n'avait pas le droit de filmer, mais c'était vraiment super. Ça racontait vraiment l'histoire des gens qui vivaient ici, autant la famille que les esclaves. C'est vraiment prenant parce que d'un côté, il y a toutes les. En fait, c'était une entreprise au final, la ferme familiale.
Et de l'autre côté, il y a toute cette tragédie par rapport à l'esclavage. Et il raconte vraiment toutes les générations des grands-parents jusqu'à Laura. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est assez récent. Et au fur et à mesure des trouvailles, des recherches qu'ils font, en France ou en Louisiane, ils adaptent le récit de leur histoire, même encore maintenant. Non, mais c'est authentique, et puis c'est la seule maison créole qui reste en Louisiane, et c'est vrai que c'est vraiment très enrichissant. Et c'est vrai qu'il y a toute l'histoire des esclaves après. Et il racontait que du coup, même après l'abolition de l'esclavagisme, et ben, les esclaves ils restaient jusqu'à... quand même sur la plantation, ouais. Il y a eu des habitants qui sont restés jusqu'à 1970. Ouais. On s'imagine pas ça, mais même 80 et que des fois il y avait quand même même des histoires entre certains maîtres et des esclaves. Il y a un maître qui a eu 3 enfants avec une esclave parce que c'était leur propriété. En fait. C'était leur propriété. C'est vraiment à part de ce qu'on peut et puis à part de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en fait. Il l'a dit à un moment, hein, c'est une autre morale, c'était une autre époque. Puis après il y a eu la guerre de sécession qui est passée par là et ça a mis fin un peu à l'esclavage et à tout ça, et la propriété, la propriétaire elle a dû créer une société familiale et après c'était plus pareil, c'était à la fin de la guerre de sécession. T'as vu, en fait c'est eux qui mettent du feu dans les champs, dans les champs de canne à sucre. Depuis hier on voit ça, on voit des feux. Je pense que c'est pour brûler ce qui reste de la récolte. Et en fait la maison, c'était pas vraiment une maison, c'était plus le siège de l'entreprise. Et de Noël à Pâques, ils étaient pas ici en fait, ils vivaient à la Nouvelle-Orléans. Ouais.